proposer tout de suite de mettre les pieds dans le plat. Alors, je vais vous proposer de réfléchir à une étude. On va démarrer rapidement en réfléchissant sur une étude euh, que beaucoup d'entre vous connaissent parce que je l'ai déjà présentée dans des réunions qu'on a eues, que d'autres ne connaissent pas. Mais même pour ceux qui la connaissent, ça permettra de vous rafraîchir un peu les concepts et puis ça nous servira de base pour après la réflexion. Alors, je vais partager mon écran. Alors, je vous présente cette étude. Nous sommes en 1962, donc ça fait déjà pas mal de temps, comme vous voyez. Et à cette époque-là, il y avait eu des manifestations étudiantes et des désordres sur le campus de l'université de Yale. Et le recteur de l'université a autorisé la police à rentrer sur le campus pour intervenir. Or, les étudiants étaient scandalisés parce que normalement, les universités, les campus sont des zones franches où les policiers n'ont pas accès. Et en plus, bon, l'intervention de la police avait été pour le moins pas très délicate dans la pure tradition de la police américaine et surtout au début des années 60. Et les étudiants étaient scandalisés. Et donc, les expérimentateurs qui sont Brehm et Cohen, qui sont des psychologues sociaux donc importants de cette époque-là, en ont profité pour faire une étude. Et ils ont demandé, alors ils se sont présentés comme étant une agence d'études d'opinion, et ils ont demandé à des étudiants de bien vouloir rédiger un texte en faveur de l'intervention de la police. Donc, sachant que les étudiants étaient dans leur ensemble extrêmement remontés contre cette intervention de la police, il est bien évident qu'on leur demandait de rédiger un texte qui allait à l'encontre de leurs opinions. Donc, quelque chose de ce qu'on appelle un comportement problématique, c'est-à-dire un comportement qui n'était pas conforme à leurs idées et à leurs valeurs. Et bien sûr, pour écrire ce texte, on leur propose une rémunération. Et les expérimentateurs vont en fait constituer 4 groupes. Il faut bien avoir à l'esprit que ces 4 groupes ignorent l'existence des autres groupes. C'est-à-dire que chaque groupe a une rémunération différente, mais les groupes en question, dans chaque groupe, ils ne savent pas qu'il y a un groupe qui n'a pas la même rémunération qu'eux. Et on propose donc à chaque groupe d'étudiants une rémunération qui va de 0,5 $ à 10 $. Il faut à peu près, pour avoir la valeur en dollars aujourd'hui, il faut multiplier par 10. Donc, vous voyez qu'il y a des étudiants qui sont payés à peu près l'équivalent, on va dire, de 5 € pour passer 1 heure à rédiger un texte, et d'autres qui sont payés 100 €, ce qui est vraiment une différence très importante. Et donc, on tire au sort ces 4 groupes et on leur fait rédiger ce texte. Et puis, on laisse passer un peu de temps, et au bout du temps en question, on va faire une enquête d'opinion pour savoir comment les étudiants de ces groupes jugent l'intervention de la police. Est-ce qu'ils la jugent acceptable, absolument inacceptable, etc. Donc, les étudiants doivent attribuer une note allant de 1 à 7. Donc, s'ils mettent 1, ça veut dire que vraiment l'intervention policière est totalement injustifiée, absolument scandaleuse, inacceptable, etc. En revanche, s'ils mettent 7, ça veut dire qu'ils pensent que l'intervention de la police était entièrement justifiée, était absolument nécessaire et qu'il n'y a pas à revenir là-dessus. Bien sûr, si les expérimentateurs ont fait des groupes, c'est parce qu'ils pensent que les réponses à l'intérieur des groupes vont varier en fonction de la rémunération qu'ont eu les étudiants. Et donc, voici les résultats. Donc, voici les résultats, vous les avez devant les yeux, et donc, comme il y a des vides, je vous propose de réfléchir, éventuellement, si vous avez avec vous un papier et un crayon, de noter, donc, entre 1, l'intervention de la police était totalement injustifiée, et 7, elle était nécessaire, ce que vous pensez qui a été répondu dans chaque groupe.
sachant bien sûr qu'en fonction de la rémunération, ça va changer. Ça, c'est une information que je vous donne. Je vous laisse une quinzaine de secondes pour réfléchir et essayer de remplir la grille. Alors, je vais vous donner un indice. Cet indice, alors, hop, cet indice, c'est qu'un groupe d'étudiants qui avait été tiré au hasard avant l'enquête et à qui on a demandé de noter l'intervention de la police, donc un groupe d'étudiants à qui on n'a pas demandé de rédiger de texte, on a juste fait une enquête d'opinion chez les étudiants dans leur ensemble pour savoir ce qu'ils pensaient de cette intervention, ils ont mis 2,70. Et donc maintenant, je vous montre les résultats. Voilà les résultats de l'étude. Vous voyez que le groupe qui a été payé 10 $, c'est-à-dire l'équivalent d'une centaine d'euros, juste pour écrire ce petit texte en faveur de l'intervention de la police, en fait, il met une note qui est inférieure, ils sont encore plus sévères que le groupe témoin. Alors en fait, cette différence n'est pas significative statistiquement, mais vous voyez que le groupe le mieux rémunéré n'a pas finalement changé son opinion. En revanche, moins les étudiants ont été payés pour rédiger ce texte, qui est contraire à leur idéologie, contraire à leurs valeurs, et plus finalement, ils vont avoir modifié leur attitude. Puisqu'on peut penser qu'au départ, l'ensemble des étudiants auraient mis une note de 2,70. Vous voyez que quand ils ont rédigé un texte, mais ils vont modifier leur attitude, d'autant plus qu'ils auront été peu rémunérés. Alors, cette étude, elle va soulever un certain nombre de problèmes parce que ces résultats-là vont un peu à l'envers du sens commun, à l'envers de ce qu'on a l'habitude de penser. Et on va revenir dessus. Alors, ce dont nous allons parler, c'est la dissonance cognitive. Et dans les échanges qu'on avait pu avoir justement autour de l'importance du changement et de la dissonance cognitive, je me suis rendu compte que pour beaucoup d'entre nous, la dissonance cognitive n'était pas comprise pour ce qu'elle est. Et pour bien comprendre ce que c'est que quand on parle de dissonance cognitive, de quoi on parle, je vous ai fait un parallèle entre les concepts qu'on peut utiliser, nous, en entretien motivationnel en général, en particulier en psychologie du comportement plus largement, et l'astrophysique. Quand vous étudiez en astrophysique, quand on fait des études, les études peuvent porter sur des objets. Un objet, c'est par exemple une étoile à neutrons, l'expansion de l'univers. Ce sont des objets. On étudie un objet précis dans un contexte plus large. Dans notre domaine, par exemple, on va étudier, on va avoir un groupe de réflexion sur les questions ouvertes. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. On étudie un objet. Il y a aussi des concepts. Par exemple, les astrophysiciens se sont posé la question de savoir quels critères il fallait pour dire qu'un objet céleste était une planète. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a enlevé à Pluton son statut de planète, parce qu'on a défini un certain nombre de critères pour ça. Et nous, par exemple, quand on va parler de certains concepts, on va parler d'empathie, on va parler de valeur. Quand on parle d'empathie ou de valeur, on parle de concept. Ce qui est particulier dans la notion de concept, c'est qu'un concept, il n'y a pas une vérité. C'est quelque chose qu'on définit, sur lequel on a plus ou moins de consensus. On n'est d'ailleurs pas forcément d'accord sur les définitions qu'on y met, mais vous pouvez pas prouver, si vous définissez l'empathie comme ceci ou comme cela, vous n'aurez jamais le moyen de dire, bah moi j'ai une preuve que l'empathie c'est ça et pas autre chose. On est sur des concepts. Et puis il y a un autre domaine, enfin on part à un autre échelon, quelque chose d'autre, qui est la théorie. Une théorie en science, c'est pas du tout la même chose qu'une théorie dans l'acceptation du langage courant. Moi j'ai une théorie sur la façon d'élever les enfants, etc., qui sont des choses subjectives. Une théorie en science, c'est pas du tout quelque chose de subjectif. C'est un modèle qui est fait d'hypothèses, de définitions, de postulats. Dans ce modèle, on crée des relations logiques. Et une fois qu'on a un modèle qui est ainsi constitué, ce modèle va être mis à l'épreuve de l'expérience. C'est-à-dire, c'est l'observation et les expériences qu'on va pouvoir faire
qui vont évaluer la valeur prédictive de la théorie et qui vont permettre d'accéder à ce statut de théorie avec des théories plus ou moins robustes. De ce point de vue, par exemple, la relativité restreinte, c'est une théorie. C'est-à-dire que c'est un modèle qui s'applique, dont la validité a été démontrée par des expériences et qui est extrêmement robuste. Eh bien, en psychologie, par exemple, les types de mémoire, quand on dit, voilà, on va choisir de définir la mémoire, de voir comment se structure la mémoire, on va proposer des modèles de structure de la mémoire, on va les confronter à des expériences qui vont la valider et ça va permettre de faire des théories sur la mémoire qui vont être valides. Eh bien, la dissonance cognitive dont nous allons parler, ça n'est pas un objet, ça n'est pas un concept, la dissonance cognitive, c'est une théorie. C'est-à-dire que Festinger, qui a défini ce concept, l'a défini avec des termes précis, il a fait un modèle, et ce modèle a été soumis à des expérimentations, dont celle sur laquelle vous venez de réfléchir. Alors, la théorie de la dissonance cognitive, elle s'est inscrite au départ dans une série de réflexions sur les théories cognitives. Donc, ces théories cognitives, c'était des façons d'étudier la façon dont les gens construisaient et organisaient les connaissances du monde. Comment vous vous organisez pour comprendre, pour vous connaître vous-même, pour connaître le monde extérieur, les structures, les événements, etc. Donc, quand on parle de connaissance, on a ici un sens très large. C'est pas juste une vérité ou une réalité, une connaissance. C'est la connaissance au sens psychocognitif, c'est-à-dire ça peut être une croyance, une méconnaissance, une illusion. L'idée, c'est d'étudier notre représentation idéologique du monde, et vous savez qu'elle n'est pas forcément reliée à des notions de vérité, de réalité, etc. Et tout ça, ça va former notre univers cognitif. Donc, elles étudient comment se modifient les cognitions et quelles vont être leurs incidences sur nos comportements. Tout ça, ça paraît assez simple. Et on va prendre un exemple. Alors, un exemple, eh bien, je vous présente Madame Motiva. Madame Motiva, c'est une dame qui est catholique pratiquante et qui est résolument, qui a une pensée très conservatrice, qui est opposée qui est nataliste, qui est donc opposée bien sûr à l'avortement, mais même à la contraception. Et pour ça, elle a une grande admiration pour le pape. Elle admire aussi Monsieur Victor, qui est le représentant du Parti conservateur. Et bien sûr, elle est tout à fait opposée aux idées de son beau-frère. Son beau-frère, il s'appelle Gilbert, et ce beau-frère, lui, au contraire, il est tout à fait progressiste. Il est favorable non seulement à la contraception, mais même à l'avortement. Quelle horreur! Et Gilbert, il adhère donc au Parti progressiste. Et elle le trouve, elle l'exècre et elle le trouve pédant et donneur de leçons. Elle aime pas du tout. Voilà. Mais cette dame, on voit bien qu'elle a dans son univers cognitif un certain équilibre, c'est-à-dire que les choses vont bien ensemble. Monsieur Victor, le pape, le Parti conservateur, tout ça, c'est des gens qui sont aussi contre l'avortement, qui sont plus ou moins contre la contraception. Et à l'inverse, elle n'aime pas Gilbert, mais elle n'aime pas non plus ses idées. Donc tout ça, ça va très bien ensemble, c'est très cohérent. Et puis, cette Madame Motiva, eh ben, il peut arriver des choses dans ses idées. Elle peut recevoir des informations ou être soumise à des événements qui vont la déstabiliser. Par exemple, vous voyez, Madame Motiva, elle est contre la bénédiction des couples homosexuels. Et le pape, il est aussi contre la bénédiction des couples homosexuels. Madame Motiva apprécie le pape, ils ont tous les deux ils partagent cette idée, et donc ça va très bien. Seulement, imaginons que maintenant le pape, il devienne en faveur de la bénédiction des couples homosexuels. Bon, toute ressemblance avec l'actualité ne vous échappera pas. Eh bien, du coup, Madame Motiva se retrouve confrontée à une triade qui est complètement déséquilibrée. Ça ne va plus. Alors, est-ce qu'elle doit continuer à apprécier le pape alors qu'il partage des idées qui sont complètement opposées aux siennes, etc. Et elle va devoir rétablir l'équilibre. Pour rétablir l'équilibre, il n'y a pas 50 solutions. Soit il faut qu'elle se dise, ce pape, vraiment, non, franchement, ça va pas, j'aime pas ce pape, je préférais l'ancien, et donc elle va rétablir l'équilibre.
Ou bien, elle peut se dire, bon, bah, finalement, il n'a pas tort, pourquoi pas, allez, on va baigner. Bon, après tout, les couples gays, pourquoi pas, il n'y a pas de problème, on va les bénir, tant mieux. Et elle va rétablir l'équilibre aussi comme ça. Donc, vous voyez que pour rétablir l'équilibre de cette cognition, il va falloir qu'elle fasse un travail cognitif en modifiant ses attitudes, ses opinions sur tel ou tel point. Alors, vous représentez cette partie de l'univers cognitif de Madame Motiva. Vous voyez, il y a le Monsieur Victor, parti conservateur. Et puis alors, elle est déstabilisée parce que elle apprend que le fameux Monsieur Victor, son idole du parti conservateur, il est engagé dans une sombre affaire de harcèlement sexuel. Ah, alors qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Bien sûr, c'est du complotisme politique. Enfin voilà, vous voyez, elle peut être déstabilisée par des choses comme ça ou bien parce qu'elle a un neveu qu'elle adore et ce neveu est homosexuel et ce neveu lui demande d'être témoin à son mariage. Donc, il va falloir qu'elle y aille, elle y va, elle accepte pas, elle accepte, mais du coup, ça l'oblige à revoir un peu son univers cognitif et tout ça va devoir trouver une stabilité. Donc, toutes les théories de la consistance vont postuler que les systèmes consistants sont stables, résistent au changement, et que on va tendre à adapter les attitudes pour retrouver un maximum de consistance. Donc, je passe rapidement et on va passer à une vision très particulière donc de l'univers cognitif qui est celui de Festinger. Donc, Festinger il définit les cognitions comme les connaissances, enfin ce qu'on a déjà vu, sachant que c'est jamais les définitions des cognitions sont jamais très précises. C'est toujours des choses qu'on comprend bien sur le plan subjectif, mais qui sont difficiles à définir. Voilà des exemples de cognitions, vous voyez, ça peut être des choses très différentes. Mon chat éternue, il est mal de voler les pommes du voisin, je crois en la réincarnation. Tout ça sont des cognitions. Alors, en quoi cette théorie de Festinger se différencie est particulière? Eh bien, d'abord, parce que Festinger va introduire un taux de dissonance, une équation mathématique qui définit le taux de dissonance. Et il définit ce taux de dissonance par rapport à une cognition bien précise. C'est-à-dire qu'on prend une cognition et on regarde comment la dissonance s'articule autour de cette cognition. Ce taux de dissonance, c'est la somme des cognitions dissonantes affectées d'un coefficient pondérateur d'importance, parce qu'elles peuvent être plus ou moins importantes, sur la totalité des cognitions qui se rapportent à la cognition qu'on teste pour l'objet A. Donc, vous avez les cognitions dissonantes et les cognitions consonantes, toutes affectées de leur coefficient. Donc, ce qui est particulier, c'est qu'on évalue une seule cognition. On n'évalue pas l'équilibre de l'ensemble du système cognitif, mais une seule cognition. Et ce qui est très particulier aussi, et qui va vous parler, c'est que Festinger définit la dissonance comme une impulsion motivante. C'est-à-dire que pour lui, quand quelqu'un est dans une situation de dissonance, il a une pulsion presque physiologique à réduire cette dissonance. C'est un tel inconfort, c'est comparable à la faim, à la soif, etc. Donc, il y a une véritable pulsion de l'individu à réduire la dissonance. Dernier point, du point de vue expérimental, Festinger va générer les dissonances non pas juste par l'attitude, en demandant à la personne de réfléchir à tel ou tel point, mais en lui faisant émettre un comportement problématique. Par exemple, ce que nous avons vu plus haut, c'est-à-dire écrire un texte contraire à nos opinions. Voilà. Donc, on a vu cette étude, je ne reviens pas, et j'essaye de voir comment est le taux de dissonance dans cette étude. Eh bien, pour un étudiant qui écrit un texte contraire à ses opinions, je vais avoir au numérateur le poids de la dissonance, le poids de la cognition, j'écris un texte contraire à mes opinions. Donc voilà, écrit une dissonance. Et au dénominateur, les arguments que je peux trouver en faveur de l'intervention de la police, le fait d'aider un enquêteur qui était si sympathique, qui avait besoin que je participe parce qu'il cherchait des étudiants volontaires, je contribue à une étude importante, etc. Toute autre motivation qui peuvent venir à cette personne, à cet étudiant. Et puis, les expérimentateurs vont avoir une variable d'ajustement qui est la rémunération pour écrire ce texte. Donc,
tout ça, c'est au dénominateur. Vous voyez que si vous voulez modifier si vous voulez réduire la dissonance et donc diminuer le taux de dissonance, vous voulez diminuer le taux de dissonance, vous n'avez pas 50 possibilités. Il va falloir que vous modifiez vos opinions pour que le texte que vous écrivez soit finalement plutôt en accord avec vos opinions. Et pour que le texte soit en accord avec vos opinions, il faut modifier vos opinions. Ce que postulent les expérimentateurs, en l'occurrence Brehm et Cohen, c'est que plus vous êtes payé pour écrire le texte, moins vous êtes dissonant. Plus vous êtes payé, eh bien, le taux de dissonance baisse en proportion de cette rémunération. Et donc, ce sont les étudiants qui sont le plus payés qui vont le moins avoir besoin de changer leurs opinions. Par contre, ceux qui ne sont que très peu payés, eh bien, il va falloir, pour qu'ils réduisent la dissonance d'avoir écrit un texte contraire à leurs opinions, la seule possibilité qu'ils ont, eh bien, c'est de modifier ces opinions. Et donc, c'est ce que on observe effectivement, comme vous l'avez vu dans les résultats de l'étude. Alors, ce qui dérange, c'est que ces résultats vont au rebours de l'intuition commune. On a plutôt l'impression que plus les gens sont payés, plus finalement ils vont adhérer aux idées qu'ils soumettent. Or, c'est le contraire qui se passe. Et c'est contraire, c'est surtout ce qui a gêné les gens à l'époque. C'était complètement contraire à toutes les théories traditionnelles de l'apprentissage où on mettait en avant le phénomène de punition-récompense et de renforcement. Et puis, voilà ce qui dérange aussi. C'est que les sujets les mieux payés sont corrompus. Donc, ils acceptent d'écrire un truc qui est contraire à leur opinion et ils s'en fichent, ils ne changent pas leur opinion. Donc, ils sont corrompus. Et les sujets les moins payés, ils sont dans la trahison idéologique puisqu'ils ont écrit un truc en étant très peu payés, donc ils vont changer leur point de vue, ils vont changer leurs attitudes. Tout ceci veut dire que nous n'agissons pas en fonction de nos idées, mais que nous adaptons nos idées pour les mettre en adéquation avec nos comportements. C'est ce qu'on appelle la rationalisation. Alors, pour souligner le fait que la dissonance est une impulsion motivante, on a pris carrément des cas de situations où on mettait un comportement cible qui intervenait sur la faim. Là, on est vraiment dans la motivation physiologique. Et donc, on a mis des gens en situation de se priver de manger, donc de jeûner, et on regarde le taux de dissonance et on les rémunère pour ça. Donc les gens, la variable dissonante, c'est j'ai faim. Après, il y a tout un tas de choses qui peuvent justifier qu'on accepte cette faim. Bon, je teste mes limites, je contribue à la recherche scientifique, etc. Et puis surtout, je suis rémunéré pour jeûner. Et donc, si on se réfère à à la théorie de la dissonance, eh bien, plus vous serez rémunéré et plus vous aurez faim. C'est-à-dire que les sujets qui sont très fortement payés pour jeûner, eh bien, ils sont pas très dissonants, donc ils n'ont pas besoin de diminuer leur dissonance, et donc ils ont faim. En revanche, ceux qui sont très peu payés, c'est difficile pour eux. La seule façon de réduire la dissonance, c'est d'avoir moins faim. Et les expériences le confirment. Et elles le confirment d'abord par les ressentis des participants, mais aussi parce que on regarde comment ils se comportent quand on lève le jeûne, comment ils se comportent vis-à-vis de la nourriture. Et on a même fait des taux sériques d'acide gras libre pour voir si ça correspondait. Et on voit que les sujets les plus amenés à réduire leur dissonance modifient leurs acides gras libres dans le sens d'avoir moins faim. Donc c'est même physiologique cette histoire. On est vraiment dans le dur. Alors, donc, vous voyez que cette dissonance cognitive, et c'est là que je voulais en venir, apparaît comme superposable à l'importance du changement tel qu'on l'envisage en entretien motivationnel. Et même, elle va enrichir cette idée d'importance du changement. Parce qu'on prend en compte la dissonance induite par un comportement cible bien déterminé, et non pas par rapport à un univers cognitif en général, etc., plus large. On va quantifier et considérer les cognitions consonantes et dissonantes vis-à-vis du dit comportement. C'est la focalisation. Et on va pouvoir prédire dans quel sens et avec quelle intensité telle ou telle modification de ces cognitions vont modifier l'attitude vis-à-vis du comportement cible. Discours maintien, discours changement.
Donc, il y a beaucoup d'autres implications pour l'entretien motivationnel. Et je termine là, parce que j'ai pris du retard. Désolé, Emmanuel. Entre autres, considérer la richesse des relations dans l'univers cognitif, ça nous amène à l'approche centrée sur la personne et pas à l'approche centrée sur le problème. Alors, ça, j'appelle ça le théorème de Jean-Paul et j'interdis à tout le monde de rire. Parce qu'effectivement, tout le monde, ceux qui me connaissent bien sachent que pour moi, c'est quelque chose de très important. Mais aussi, vous voyez l'importance de la liberté et du non-jugement et de sortir du modèle de punition-récompense. Parce que vous avez vu que plus on rémunérait les gens pour faire un comportement, et moins finalement ils étaient dissonants, donc moins il y avait de motivation. Vous enlevez la motivation intrinsèque, en fait. Et puis l'importance de l'acte en tant que facteur de cognition, puisque quand on fait un acte, malheureusement, enfin, ou heureusement, on peut pas revenir dessus. C'est une cognition. J'ai fait cet acte. C'est une cognition claire. J'ai écrit un texte. J'ai accepté de me priver de nourriture. Donc, vous voyez que ça a des implications. Il y en a d'autres. Hein, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a beaucoup d'autres implications sur cette dissonance cognitive dans notre pratique de l'entretien motivationnel. Voilà, je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions, sachant qu'on pourra revoir ça de façon plus approfondie à d'autres occasions, notamment si on peut faire un webinaire sur le sujet.